Bonjour à tous. Nous voici donc arrivés au moment de la finale. Avant d'entendre les équipes donc, de Aix et de Aix-Marseille et de Lille, je voudrais très classiquement remercier tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de ce concours. Alors, je pense bien sûr, et ils le savent, au personnel de cette faculté, et notamment donc Andrea et Eric, au personnel aussi des services techniques. Alors je ne citerai pas tous, bien entendu, mais ils se reconnaîtront, qu'ils sachent que je leur suis infiniment reconnaissante de tout ce travail. Je dois aussi citer nos nombreux sponsors qui, par une subvention, un don d'ouvrage, de multiples cadeaux, nous ont permis d'accueillir au mieux tous les participants de ce bel événement et nous permettront, à l'issue donc de la finale, de remettre les prix aux vainqueurs, mais aussi donc à l'équipe finaliste, prix également aux meilleurs plaideurs et prix donc de la sportivité si on s'en tient au règlement, mais on m'a suggéré de l'appeler le prix de la convivialité. Je voudrais aussi remercier bien évidemment le comité scientifique du concours national de plaidoirie qui nous a fait l'honneur et la joie de pouvoir organiser donc, ce concours, la 8e édition. Nous avons été très, très fiers de pouvoir participer à ce bel événement. Nous remercions aussi, bien évidemment, et surtout, et je les félicite toutes, j'insiste bien, toutes les équipes qui ont participé donc à ce concours. Je les félicite pour la grande qualité de leur plaidoirie, qui laisse poindre de belles carrières à venir. Je les félicite aussi, et peut-être surtout, pour leur enthousiasme et leur bonne humeur. Enthousiasme et bonne humeur qui ont fait de ce concours un moment de partage et de convivialité rare. Enfin, je remercie donc les membres du comité scientifique qui sont présents, ainsi que tous mes collègues responsables de Master 2, qui nous ont fait la joie donc de monter dans le Nord, de venir donc à Lille aujourd'hui. Enfin bon, nous n'allons pas passer notre matinée en discours. 2 équipes finalistes, donc Aix-Marseille d'une part, Lille d'autre part. Il nous reste, avant de vraiment leur passer la parole, de procéder donc, ou de désigner, comme il en plaira au jury, donc l'équipe demandeur et l'équipe défendeur. Je passe la parole à Madame Marie. Bravo. Je ne peux qu'adhérer aux propos qui viennent de vous être tenus. Je ne vais pas recommencer, effectivement, mais ça a été un grand moment, me semble-t-il, à Lille, et on en aura un souvenir vraiment très, très précis et très agréable. Encore une fois, et je me répète peut-être, mais bravo à tous ces étudiants qui ont eu le courage de venir jusque-là et de faire ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment suscité chez moi une admiration totale, et je suis persuadée qu'ils ont la chance d'avoir toute une carrière devant eux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis très honorée, effectivement, de présider ce jury final, mais je pense que c'est surtout à mes assesseurs, puisqu'on peut les appeler les assesseurs, que je remercie leur participation et surtout l'aide qu'ils vont apporter à la présidente, parce que je pense qu'ils ont une science que je n'ai pas. J'ai peut-être une compétence particulière, mais je n'ai peut-être pas la science universitaire qui est toujours un apport considérable pour les magistrats. Et bien voilà, je souhaite que cette dernière manifestation soit parfaitement réussie, et je suis persuadée qu'elle va l'être. L'audience est ouverte, et nous allons prendre le premier dossier, bien entendu, et j'appelle la société, les avocats de la société TECARPA
en demande, et les avocats de la société Infonor. Une main. Lille. Donc forcément la défense. Aix. Alors Lille en demande pour Carquois, bonjour maître, et Infonor pour Aix. J'espère qu'il n'y a pas de problème de communication de pièces, tout a été régulier, vous n'avez rien à dire bon, et parfait, pas de réclamation, bon, c'est parfait. Donc on va écouter le demandeur. Oui, vous avez la parole. Non, c'est... Allez. Madame la Présidente, Madame le membre du jury, Messieurs les membres du jury, j'interviens aujourd'hui en défense des intérêts et droits de notre cliente, la société Infonor. Qui est Infonor? Infonor est une société de développement de solutions informatiques. Lors d'un projet de la société Tech Artois, la société représentée dans le litige qui l'oppose à notre cliente, celle-ci a transmis à notre cliente un cahier des charges afin que celle-ci réalise un logiciel dans le cadre d'un projet qu'elle appelle l'arrosage intelligent. À la réception de ce devis, notre cliente, la société Infonor, lui a transmis, à la réception de ce cahier des charges, lui a transmis un devis pour la réalisation du dit logiciel. Les relations commerciales allaient bon train, tout semblait aller sans difficulté. Cependant, la société Tech Artois a demandé à notre cliente, la société Infonor, que celle-ci lui remette les codes sources du logiciel qui avait été élaboré dans le cadre de cette relation commerciale. Je tiens à préciser que cette demande était particulièrement étonnante. En effet, ni dans le cahier des charges, ni dans le devis, premier document contractuel accepté et signé par les deux parties, ni dans une quelconque communication ayant été transmise d'une partie à l'autre, cette transmission des codes sources n'avait été prévue. Il est donc tout naturel que notre cliente, la société Infonor, ait été extrêmement surprise de cette demande. Mais cependant, gardant tout de même un très haut niveau de professionnalisme, elle a proposé à la société Tech Artois de lui fournir une prestation de maintenance du logiciel qui était peut-être plus adaptée à ses besoins et à ses attentes. Faisant preuve d'une mauvaise foi patente, la société Tech Artois a cependant déposé une demande de brevet sur l'invention de l'arrosage intelligent auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. C'est cette demande de brevet que nous revendiquons aujourd'hui et c'est pour cela que nous sommes réunis. Il nous semble que cette demande de brevet intervient en parfaite fraude des droits de propriété intellectuelle sur l'invention, à commencer par les droits d'auteur dont disposait notre cliente, la société Infonor, sur le logiciel qu'elle avait développé. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit une condition pour que naissent des droits d'auteur sur une œuvre de l'esprit. Il s'agit du critère d'originalité, la condition d'originalité. Cette condition est largement appliquée pour les œuvres classiques, si je puis dire, a été transposée aux œuvres logicielles par deux arrêts, notamment un arrêt de Cour de cassation, l'arrêt Pachot, et ultérieurement un arrêt de Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt Infopac. Qu'est-ce que l'originalité ? L'originalité, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur sur l'œuvre en question. Sur l'œuvre qui nous réunit aujourd'hui, il s'agit donc que la personnalité de la société Infonor était particulièrement caractérisée sur ce logiciel. En effet, qu'est-ce qui caractérise l'originalité ? Il semble que la société Tech Artois estime que les directives qu'elle a données à la société Infonor permettent de constituer des droits d'auteur. Mais il ne s'agit là que de fonctionnalités que devait remplir le logiciel, de simples caractéristiques qu'elle devait revêtir, mais absolument pas de la liberté créatrice de la société Infonor. La société Infonor a mis en œuvre de nombreux moyens humains, de nombreux moyens financiers, de nombreux moyens techniques qui lui ont permis de réaliser un logiciel avec une ergonomie propre
avec une charte graphique toute particulière. Et c'est bien ces choses-là qui caractérisent l'apport créatif, la liberté des choix de la société Infonor dans la conception du logiciel. C'est bien ces éléments qui caractérisent l'originalité sur le logiciel. Il n'a, pour s'en convaincre, qu'à regarder sur les différentes boutiques en ligne le nombre d'applications mobiles que l'on peut télécharger qui font toutes la même chose. Ce qui les différencie, ce sont ces éléments extérieurs, ces éléments qui n'ont rien à voir avec les fonctionnalités du logiciel, mais qui ont plus à voir avec la façon dont celles-ci sont articulées entre elles et qui créent par conséquent un ensemble cohésif et distinctif, original, et qui résulte de la liberté des choix des différents auteurs. Afin de sécuriser l'intégralité de ces développements informatiques, la société Infonor a par ailleurs référencé son logiciel auprès de l'Agence pour la protection des programmes. Vous trouverez cette pièce au dossier qui apporte deux éléments très intéressants. Tout d'abord, une date certaine de création. C'est le premier document qui offre une date certaine de création pour le logiciel, je tiens à le préciser. Le 11 septembre 2014. De plus, ce référencement offre au logiciel un titre. Sirius 3000. Sirius 3000 est bien le titre donné à l'œuvre logicielle. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit d'ailleurs en son article 112-4 une protection toute particulière au titre de l'œuvre. Une protection qui, étant donné si un titre est original, existe de plein droit. Il semble que Sirius 3000 soit un titre parfaitement original. Je reviendrai sur mes développements précédents, comme quoi la société Infonor a mis beaucoup en œuvre pour aboutir à ce titre. Cependant, la société Tech-Artois fait preuve d'une déloyauté importante. Celle-ci, dans la Gazette de l'agro-industrie de février 2016, communique vers ses potentiels clients et ses clients sous le nom Sirius 3000. Ce nom est protégé par le Code de la propriété intellectuelle. Ce nom crée un fort risque de confusion entre le travail de notre cliente, la société Infonor, et les potentiels, dans l'esprit, des potentiels clients de la société Tech-Artois. Il semble donc que ce risque de confusion ouvre droit à une réparation sur le fondement de la responsabilité civile de la société Tech-Artois. J'entends déjà mon contradicteur me dire « Oui, mais vous avez cédé l'intégralité des droits de propriété intellectuelle dont vous disposiez, l'intégralité des droits d'auteur dont vous disposiez sur le logiciel. » En effet, je tiens à préciser que sur le devis qui vous a été soumis, ce devis porte la mention « tout droit cédé ». J'aimerais m'interroger un instant sur la valeur de cette mention. La jurisprudence est unanime, la jurisprudence est claire, la jurisprudence est établie. Dans le domaine informatique, la mention « tout droit cédé » ne vaut que simple licence d'utilisation sur l'œuvre créée. Aucune cession de titularité de droit d'auteur n'existe par le biais de cette mention, si ce n'est la concession d'une licence d'exploitation. De plus, il semble essentiel de rappeler que la cession de droit d'auteur doit suivre un formalisme important qui n'est ici pas respecté. Cette mention tout droit cédé ne peut donc valoir que simple concession de licence d'exploitation. Il s'agit en effet d'un usage dans le domaine informatique, un usage qu'une société telle que Tech-Artois, je le rappelle, leader européen de son marché, le marché des inventions agricoles, leader européen, grande société, ayant de nombreux moyens, il était tout à fait possible pour cette société de se renseigner sur les usages d'un domaine avec lequel elle souhaitait collaborer, car c'est ce qui s'est passé ici. Selon ces développements, il me semble donc évident que la société Tech-Artois est en parfaite fraude des droits d'auteur sur le logiciel, des droits d'auteur
sur le titre Sirius 3000 de l'œuvre logicielle, et que la société Tech Artois ne peut nullement se prévaloir d'une cession de droits d'auteur, car celle-ci, nous l'avons démontré, n'est absolument pas valable. La demande de brevet réalisée par la société Tech Artois intervient donc en parfaite fraude, notamment des droits d'auteur de la société Infonor. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, la société Tech Artois n'est donc pas titulaire des droits d'auteur sur le logiciel. Malgré cela, il s'avère que cette société, lors d'une publicité, que je mentionnerai même, c'est un extrait d'une gazette agricole, je cite, « Téléchargez notre simulateur » et l'adresse sirius3000.com. Cette publicité est une publicité du système d'arrosage qui comporte le logiciel de notre cliente. Mais qu'est-ce qu'un simulateur? Un simulateur est un programme mis au point pour représenter, à l'aide d'un ordinateur, le fonctionnement d'une machine, d'un système ou d'un phénomène avant sa construction, sa mise au point ou son utilisation. Or, ma cliente n'a jamais cédé des droits de représentation. Elle n'a pas cédé des droits d'auteur sur le logiciel. La société Tech Artois viole ainsi les droits d'auteur de notre cliente. Par ailleurs, l'objet de ce litige est protégé par le droit d'auteur, mais aussi par le droit des brevets. Qu'est-ce qu'un brevet? Que protège un brevet? Un brevet protège une invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle. Pour être protégeable par un brevet, une invention doit apporter une solution technique à un problème technique. Un brevet protège les moyens techniques mis en œuvre pour accéder à un résultat technique, et aucunement les résultats techniques eux-mêmes. L'invention, objet de cette demande de brevet, est un système d'arrosage intelligent. L'intelligence réside dans le fait que le système d'arrosage peut fonctionner automatiquement en fonction des paramètres prédéfinis par l'utilisateur. Puisqu'actuellement, le système d'arrosage ne peut fonctionner que manuellement. Mais grâce au logiciel de notre cliente, ce système peut être actionné automatiquement. Puisque, en effet, les capteurs présents sur le système d'arrosage vont capter les données prédéfinies par l'utilisateur. Le logiciel va traduire ces données et c'est seulement après que l'arrosage va s'arrêter. Le logiciel est donc au cœur de cette invention. L'importance de ce logiciel apparaît également à travers les revendications de la demande de brevet. Puisque la revendication 1, qui est la revendication principale, porte bien sur un système de commande piloté par un programme. Je rappelle que ces revendications ont été écrites par la société Tech Artois. La société Tech Artois reconnaît elle-même que le système de commande, que le logiciel pilote, le logiciel dirige, le logiciel gouverne cette invention. Sans le logiciel, ce système d'arrosage n'aurait aucune intelligence. De plus, la revendication 5 porte exclusivement sur le programme informatique, sur le logiciel créé par notre cliente. Il s'avère donc ici que la société Tech Artois tente de s'approprier les droits de notre cliente. Puisque, si nous comparons le cahier des charges et les revendications de la demande de brevet. Le cahier des charges rédigé par la société Tech Artois explicite seulement les résultats à atteindre. La société Tech Artois demande bien à la société Infonor que le programme doit permettre d'effectuer les fonctions suivantes. Elle fixe seulement les résultats à atteindre. Les moyens techniques pour accéder à ce résultat ont été mis en œuvre par notre cliente. Je vous le rappelle, les résultats ne sont pas protégeables par le brevet en tant que tel. Seuls les moyens techniques pour mettre en œuvre ces résultats sont protégeables par le brevet. Et ces moyens techniques ont été mis en œuvre par notre cliente.
Mais pour tenter de revendiquer une quelconque titularité sur le logiciel et sur l'invention, la société Técartois se prévaut de la qualité de concepteur de l'idée originale. Mais est-ce que cette qualité peut faire naître un quelconque droit de propriété industrielle? Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, nous nous rappelons tous ici du célèbre adage d'Henri Desbois, selon lequel les idées sont par essence et par destination de libre parcours. La société Técartois ne peut pas se fonder sur cette qualité pour revendiquer un quelconque droit de propriété industrielle. Le logiciel est donc bien le cœur de l'invention. La société Técartois a apporté une simple idée qui est de libre parcours. Malgré cela, à la grande surprise de notre cliente, la société Técartois a réclamé les codes sources du logiciel dont elle n'est même pas propriétaire. Or, notre cliente n'a jamais cédé ces codes sources, ce qui n'est d'ailleurs pas pratique courante dans le domaine informatique. C'est comme si l'on demandait, lorsqu'on achetait un gâteau, à ce que les recettes soient comprises dans l'achat. C'est totalement insensé. La société Técartois, pour revendiquer des droits qu'elle ne disposait pas, a réclamé ses droits d'abord par mail, ensuite avec ses conseils lors d'une réunion. Mais après avoir compris que notre cliente était avertie et défendait bien ses droits, la société Técartois a compris qu'elle ne pouvait pas se les approprier et elle s'est donc empressée d'effectuer une demande une dépôt de brevet sur cette invention dont elle n'est pas l'inventeur. Ce dépôt est donc frauduleux. Notre cliente est fondée à revendiquer cette demande de brevet. Nous demandons donc au tribunal d'ordonner le transfert au profit de notre cliente de la demande de brevet et de ses extensions sous astreinte, ainsi que cela ressort de nos écritures, et de condamner la société Técartois aux entiers dépens de l'instance, de condamner la société Técartois au paiement de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société Técartois au paiement de 15 000 € au titre des dommages et intérêts. Je vous remercie pour ces... Non, on va donner la parole Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'exposé fort instructif de mes confrères et j'en viens à me demander si nous assistons à la bonne audience. Nos confrères introduisent une action en revendication de brevet sur le fondement de droits d'auteur liés à un logiciel. Nous entendons brevet, ils répondent originalité. Nous sommes un peu dubitatifs. Pour ma part, j'interviens dans les intérêts de M. Delos, qui a, comme l'a rappelé la partie adverse, conçu et mis au point un système d'arrosage automatique. Comme il avait besoin d'aide concernant certaines compétences techniques, il a fait appel à la société Infonor, qui est qualifiée dans le domaine du développement informatique, justement, et qui a une réputation par ailleurs très méritée. Monsieur Delos a fait connaître ses exigences au travers d'un cahier des charges qui listait les fonctionnalités que devrait remplir le logiciel afin de s'intégrer dans l'invention. Alors, comme les capacités du logiciel ne répondaient pas exactement à ses attentes, Monsieur Delos a souhaité embaucher un ingénieur développement pour remédier à certains problèmes qu'il avait décelés. Il a donc fait appel à la société Infonor afin de se voir communiquer les codes sources pour que cet ingénieur puisse travailler. Infonor a alors refusé de communiquer les codes sources en expliquant se charger elle-même de ce type d'intervention. Cette réponse n'a pas manqué de surprendre notre client puisqu'il estime que les droits sur le logiciel lui ont été cédés. Monsieur Delos a ensuite décidé de déposer un brevet sur une invention
qui a été développé au sein de sa société. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, devant vous, la société Infonor a l'audace de venir réclamer la titularité de cette invention. Alors, je m'attacherai à vous démontrer que, contrairement à ce qui est avancé de l'autre côté de la barre, Teck-Artois était bien le titulaire des droits sur lesquels porte la demande de brevet et que c'est donc à bon droit qu'il a déposé cette demande. Comme l'a rappelé la partie adverse, selon l'article L611-6 du Code de la propriété intellectuelle, le droit au titre de propriété industrielle, c'est-à-dire le droit au brevet, appartient à l'inventeur ou à ses ayants cause. C'est également à cet inventeur ou ayant cause qu'appartient le droit d'engager une action en revendication. Il faut donc évidemment mettre en lumière le réel inventeur de l'invention et particulièrement analyser les contours de cette invention, car l'inventeur n'est autre que celui qui crée l'invention, en tout cas si l'on en croit les dires du petit Larousse. Selon l'article L611-10, sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle. La demande qui est revendiquée doit donc porter sur l'invention, c'est-à-dire sur ce qui présente ce caractère nouveau, cette activité inventive est susceptible d'application industrielle à qui l'inventeur a conféré ces qualités. La revendication principale, qui est la pièce 5 de notre dossier, vise un système de commande d'un dispositif d'arrosage caractérisé en ce que le réglage des électrovannes est assuré à partir du traitement des données relatives à l'environnement recueillies en temps réel par un ensemble de capteurs transmis à un calculateur piloté par un programme. Rédaction pour le moins obscure, je vous l'accorde. Je vais tenter de me munir de toutes mes lanternes pour vous éclairer. Il s'agit donc d'un dispositif complexe. Il doit être analysé comme un tout, ainsi que l'exige l'article L612-4 du Code de la propriété intellectuelle. Décortiquer l'invention en fonction d'un programme et du reste serait à mon avis une aberration puisque l'activité inventive, la nouveauté repose justement dans un assemblage cohérent de capteurs gérés par un programme informatique et commandant des vannes réglables. Alors oui, chaque élément pourrait être en soi artificiellement éprouvé, mais il me semble que l'analyse doit porter sur l'invention en tant que telle et non pas sur des morceaux choisis. Morceaux choisis qui, soit dit en passant, seraient une anthologie bien moins savoureuse que celle que l'Université de Lille a su réunir devant nous ce matin. L'invention ne se réduit donc pas à un simple programme informatique, mais correspond en réalité à une combinaison de moyens nouveaux qui répond aux besoins actuels des agriculteurs, c'est-à-dire un système prenant en compte les données extérieures pour réguler l'arrosage. D'ailleurs, le logiciel qui est invoqué dans la demande de brevet, si on l'analyse en détail, est substituable par tout autre logiciel qui serait capable d'atteindre les mêmes fonctionnalités. La demande de brevet n'évoque jamais le logiciel Sirius 3000, ce qui prouve bien son caractère secondaire et interchangeable. L'innovation, qui réside dans des électrovannes à ouverture commandée, un débit réglable, des séquences d'arrosage programmables, des capteurs de lumière, de chaleur, d'hygrométrie de l'air et du sol ne peuvent pas sérieusement être confinés à un simple programme informatique, un simple logiciel qui, nous le rappelons, n'est pas brevetable en tant que tel. L'invention correspond donc bien en tout point à ce qui a été développé par la société Teck-Artois, qui en détient les droits, et non à Sirius 3000, qui, tel que développé par Infonor, ne comprend pas les applications techniques et n'est donc, je le rappelle, pas brevetable. J'ajouterai que l'article L611-6 précise que dans la procédure devant le directeur de l'INPI, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle. Teck-Artois ayant déposé la demande, c'est donc bien lui qui bénéficie de cette présomption et Infonor n'apporte pas les preuves d'une quelconque dévolution des droits au brevet de la part du ou des inventeurs personnes physiques, qu'elle n'identifie d'ailleurs jamais. C'est donc à tort que la société Infonor revendique une quelconque titularité sur la demande de brevet qui a été déposée par notre client, puisqu'elle n'est ni l'inventeur ni l'ayant cause et n'a donc même pas droit à cette action en revendication.
ne saura être que débouté de cette action. Pour finir, nous avons pris connaissance très récemment, et c'est un euphémisme, d'un courrier émanant d'Infonor, s'adressant à l'un de nos clients, dans des termes de nature à entacher de manière durable la réputation jusqu'ici immaculée de notre client, ce qui constitue un cas flagrant de dénigrement. Nous rappelons que le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur les produits, l'entreprise ou la personnalité d'un concurrent pour en tirer un profit. Il s'agit d'un message critique visant à entacher la réputation d'un concurrent, et ce, peu importe que l'information révélée soit fondée ou pas, car moi aussi, j'entends d'ici la partie adverse me dire qu'elle avait le droit puisque c'était fondé. De toute évidence, dans ce courrier, les contestations qui ont été élevées par Tech Artois ne sont même pas mentionnées. Son image est réduite à son plus simple appareil. Les efforts d'Infonor pour démolir la réputation de Tech Artois sont en marche. Les investissements financiers, humains et matériels qui ont été consentis par Tech Artois sont consciencieusement détricotés par la partie adverse. Combien de lettres ont été envoyées par Infonor? Une seule nous est parvenue, mais auprès de combien de clients Infonor a-t-elle discrédité la société Tech Artois? La réputation de notre client est gravement atteinte. Et au vu de ces actes de dénigrement, nous demandons réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Je laisse maintenant la parole à mon confrère. Madame le Président, Mesdames, Messieurs les juges, la titularité des droits étant désormais démontrée par ma consoeur ici présente, nous souhaitons également effectuer une demande reconventionnelle concernant la communication des codes sources. Plusieurs questions se posent à cet effet. Tout d'abord, sommes-nous en présence d'un contrat de cession ou d'un simple contrat de prestation de service? Le devis fait ici office de contrat. Il prévoit la conception d'un logiciel par la société Infonor pour le compte de notre client, la société Tech Artois, en contrepartie du prix qui était indiqué. Le logiciel a ainsi été livré par la société Infonor le 12 juillet 2014 contre le paiement du prix convenu, réglé en septembre 2014 par notre client. Une chose a été remise en contrepartie d'un prix. Il s'agit donc bien d'une cession au sens de l'article 1582 du Code civil. On peut aussi constater que le devis proposé par la société Infonor comporte la mention « tout droit cédé », notion déjà précisée dans le cahier des charges, qui peut être assimilée à un avant-contrat. Je cite « cession à titre exclusif ». Au vu de l'adage, et je vais essayer de le dire en latin, « nemo auditur propriam turpitudinem allegam », ainsi que du principe de bonne foi contractuelle présent dans l'article 1134 du Code civil, la société Infonor ayant elle-même émis le devis ne saurait prétendre que sa volonté contractuelle n'était pas de céder les droits. Rappelons enfin que depuis l'arrêt Perrier, le formalisme du contrat de cession de droits de propriété intellectuelle n'est à prendre en compte que si l'auteur, personne physique, est l'une des parties de cette convention. Nous soutenons que ce devis s'apparente à un contrat de cession, l'article 1156 du Code civil, rappelant que la volonté des parties est plus importante que le sens littéral des termes. Nous souhaitons aussi mettre en exergue la théorie de l'accessoire dans ce contentieux. La cession dont fait l'objet le devis porte aussi sur les droits du logiciel. Nous affirmons à cet effet que cette cession doit emporter une obligation de délivrance des codes sources du logiciel à notre client comme accessoire de ce dernier, tel que l'exige l'article 1615 du Code civil et l'adage « l'accessoire suit le principal ». Nous considérons, en faisant référence à un arrêt du TGI de Melun,
que le développement d'un logiciel spécifique constitue une prestation à la commande et qu'ainsi les sources sont un accessoire du logiciel. À ce titre, elles doivent être fournies. Infonor doit communiquer les sources du logiciel Sirius 3000 à notre client. Dans la continuité, la Cour d'appel de Bordeaux, selon la logique des articles 544 et 1135 du Code civil, a pu juger que, je cite, « l'usage, mais aussi l'équité, impose aux développeurs de consentir à l'utilisateur un droit d'usage des codes sources du logiciel spécifique. L'usage et l'équité imposent donc à la société Infonor de consentir à notre client un droit d'usage sur les codes sources et par conséquent de les communiquer. Infonor était en effet parfaitement informé dès le moment de la commande de la finalité pour laquelle le logiciel était demandé, c'est-à-dire son intégration dans une invention vouée à être perfectionnée et très certainement à être brevetée. Aussi, dans le cadre d'une utilisation optimale de l'HOCD et en prévention d'une éventuelle défaillance du logiciel qui nécessitera forcément une maintenance, la communication des codes sources est plus que nécessaire car même si Infonor assure de bonne foi, je n'en doute pas, de pouvoir se charger de la maintenance du logiciel, cette société, comme toutes d'ailleurs, n'est cependant pas à l'abri d'une éventuelle faillite qui engloutirait avec elle les codes sources et la viabilité du logiciel pour notre client Tecartois. En conclusion, nous demandons au tribunal que la société Infonor soit déboutée de sa demande en revendication de brevet et qu'à titre reconventionnel, elle soit astreinte à communiquer les codes sources à notre client. Nous demandons également 10 000 € de dommages et intérêts au titre du dénigrement subi par notre client. Enfin, nous demandons au tribunal de bien vouloir condamner la société Infonor aux entiers dépens au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Bien, je vous remercie. Je pense que le demandeur a répliqué. Donc on va lui laisser quelques instants pour répliquer et vous aurez la parole en dernier. Je vous remercie, Madame la Présidente. Tout d'abord, je tiens à vous faire part de ma stupeur lorsque j'entends mes contradicteurs me dire que la société Infonor n'a pas qualité à agir en revendication. L'article L611-8 du Code de la propriété intellectuelle prévoit pourtant que l'action en revendication est ouverte à celui lorsque la demande de brevet intervient en fraude d'une obligation légale ou conventionnelle. Nous avons démontré que la demande de brevet réalisée par la société Tecartois intervient en parfaite fraude des droits d'auteur dont disposait notre cliente, une obligation légale par conséquent. Je suis cependant extrêmement ravi de voir que la société Tecartois reconnaît bien que le Sirius 3000 est en effet le logiciel qui a été développé par notre cliente. L'utilisation de ce nom Sirius 3000 lors de ces publicités est par conséquent totalement infondée. Ce titre d'œuvre étant protégé par le Code de la propriété intellectuelle tel que nous l'avons déjà démontré. De plus, il nous semble évident que la demande reconventionnelle devra être écartée par le tribunal. En effet, ces dispositions contractuelles de droit commun sont certes très importantes, mais ne permettent pas cependant d'écarter les dispositions très spécifiques du Code de la propriété intellectuelle, notamment relatives au formalisme que doit revêtir une clause de cession de droit d'auteur. Celle-ci n'était dans le devis absolument pas respectée. Par conséquent, la demande reconventionnelle sera écartée. Notre cliente n'a cependant pas été de mauvaise foi. Son intention contractuelle était de céder une licence d'utilisation. Elle n'était pas de céder l'intégralité des droits d'auteur. Je suis bien désolé de cette mésentente. Cependant, il semble que notre société, Tecartois, ait été de parfaite bonne foi dans l'exécution de toutes ses obligations, du début à la fin de cette affaire. Je vous remercie. Je serai assez brève.
Encore une fois, on nous assène que les droits d'auteur ont été cédés et que c'est pour cela que l'action en revendication est ouverte. Encore une fois, je répondrai, ne confondons pas deux droits portant sur le même objet. L'action en revendication n'est pas liée aux droits d'auteur. Nous rappelons encore, au risque de nous répéter, que le formalisme existe bien en droit d'auteur, mais pour protéger l'auteur personne physique qui n'est pas partie au contrat. Voici. Merci. Alors le tribunal va délibérer et le jugement sera rendu l'année prochaine.